Aujourd'hui, en fait, la conversation va porter sur un événement historique majeur, hein, la traite négrière, qui a été un événement colossal, qui laisse encore des traces dans le présent. Peut-être que sans la traite négrière, le Sénégal ne serait pas le Sénégal et l'Espagne ne serait pas l'Espagne, pour ne donner que ces deux exemples. C'est important par le nombre de victimes que cela a fait. Il est difficile d'ailleurs d'évaluer parce qu'on donne des chiffres très différents. Mais le chiffre qui m'a le plus impressionné, c'est celui de Senghor. Dans la biographie que lui a consacrée une Américaine, Senghor n'est pas quelqu'un qui exagère. Il donne le chiffre de 200 millions. Mais il y en a d'autres qui parlent de 80 millions, etc. Mais en tout cas, ça se chiffre par millions. Ça a été sur une très longue période et ça a touché toutes les parties du monde, puisque rien que la traite transatlantique, c'était le commerce triangulaire. Mais en même temps, il y avait aussi, dit-on, 16 siècles, la traite transsaharienne. Voilà. Et ces événements historiques-là, ils sont si massifs, si importants, que l'imagination, que l'esprit humain n'arrive pas à se les figurer, à en avoir une idée concrète. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi, mais ça c'est comme ça que fonctionnent tous les écrivains. J'ai choisi d'en parler à travers deux destinées singulières. L'un, Tamango, étant un personnage de fiction, et l'autre, Phyllis Whitley, esclave, mais devenue une très très grande poétesse. J'ai parlé du nombre important de morts, mais je n'ai rien dit sur la cruauté. Je pense que c'est important. Dans Black Jacobins, un livre capital de C.L.R. James, que j'ai lu récemment, voilà, ça commence par la description des pratiques dans les bateaux négriers. Il arrivait, dit-il, que les esclaves récalcitrants soient tués, démembrés, passés à la cuisine. Oui, on en faisait des brochettes et on obligeait les autres esclaves à manger cela. Ou comme il n'y a pas longtemps, un navire négrier anglais, il prend au capitaine le caprice de se faire de l'argent sans trop se fatiguer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il jette à la mer une centaine d'esclaves. Une centaine d'esclaves, comme ça, une fois arrivé à destination, les assurances allaient lui payer l'équivalent de voilà ce qu'il avait perdu, quoi. Donc il y a ça. Maintenant, Tamango, une destinée singulière, en ce sens que c'était un trafiquant d'esclaves noir, sénégalais d'ailleurs, parce que c'est la nouvelle de Mérimée dont je vais parler. On parle Wolof, qui est ma langue maternelle, et il parle de la rivière de Joal. Et Joal est une localité très, très connue au Sénégal. Eh bien, c'était un géant qui avait de très bonnes relations avec les Blancs, les Européens qui venaient trafiquer des esclaves. Il attrapait ses compatriotes et il les vendait comme esclaves. Alors, le navire arrive, le capitaine Ledoux, voilà, et là on négocie, hein. On prend de l'alcool. Il donne à
à ce chef africain, il lui donne des miroirs, des bracelets, des colliers, des petites choses, et du whisky, bien sûr. Voilà. Ils boivent. Et il buvait beaucoup Tamango, il devient ivre, il vend donc, bon, pour rien, hein, tout ce qu'il avait attrapé, et il dit au capitaine du navire, au commandant, bon tiens, je te donne d'ailleurs ma femme Aïché, tu la prends, tu l'amènes. Donc il l'amène, le capitaine donc s'éloigne et lui, l'alcool, il se réveille quoi. Voilà, l'alcool n'est plus là. Il dit mais où est Aïché? Aïché c'était le nom de son épouse. On lui dit mais tu l'as offert au capitaine. Il dit ah non 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 je vais reprendre quoi. Donc il rejoint dans des pirogues euh, le bateau qui s'appelait l'Espérance, je crois. Hein, le capitaine lui dit, mais non, tu me l'as donné, etc. Donc, il y a une bagarre, on l'arrête et on en fait un esclave. Mais comme c'était lui, il devient esclave, mais comme dans la cale, hein, et comme c'était lui le chef, eh bien, il influence les autres esclaves et il y a une révolte. Révolte au cours de laquelle les esclaves tuent tous les blancs, y compris le capitaine, tout le monde. Hein. Il n'y a pas un seul survivant parmi les membres de l'équipage. Et il ne reste plus que les noirs dans le bateau. Ils sont désormais maîtres du navire, mais évidemment, aucun d'eux ne sait comment conduire un bateau. Et le bateau erre partout. Finalement, ils meurent les uns après les autres, de faim, de maladie, de bagarres, de violence, etc. Il finit à la Jamaïque, Tamango, où, bon, les Anglais se demandent qu'est-ce qu'on en fait. Les uns disent c'est un mutin, il faut le tuer. Et les autres disent oui, il s'est mutiné, mais il n'a tué que les Français, c'est pas grave. Donc c'est pas la peine de le. Et il est resté à la Jamaïque. Il est mort là-bas de maladie, dans des conditions misérables. Voilà, il jouait de la musique un peu ridicule dans l'orchestre de l'armée. Donc voilà, c'est un destin singulier de Joal à Kingston, où il est mort d'alcoolisme. Hein. Il était éthylique, il buvait énormément, et c'est ça qui l'a tué. Il y a dans l'histoire de Tamango beaucoup d'éléments intéressants. D'abord, le caractère transactionnel de l'esclavage. C'était je vends, tu achètes. Pas toujours, hein, mais là, on a vraiment un exemple de ce genre. Mais surtout, pour moi, c'était une métaphore parfaite de l'Afrique des indépendances. L'Afrique qui lutte, se libère, prend les armes, comme les esclaves se sont libérés à bord de l'Esperanza. Donc, les leaders africains qui mènent des révoltes, qui libèrent l'Afrique, mais qui ne savent pas tenir un pays. Exactement comme les révoltés de l'Esperanza ne pouvaient pas tenir un bateau, ne pouvaient pas le conduire. Donc c'est un symbole intéressant pour moi. Il y a eu la nouvelle de Mérimée donc en 1829, il y a eu un film de John Berry en 1958. Mais là, c'est à la sauce Hollywood, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour entre le capitaine du navire. C'est une adaptation de Tamango de Mérimée. Hein. Il y a une histoire d'amour et l'esclave noir.
Ce qui a fait d'ailleurs que le film a été interdit aux États-Unis, d'où John Berry avait été chassé par le McCarthyisme. Voilà. Maintenant, et c'est peut-être ça vraiment qui est beaucoup plus important à mes yeux, nous allons parler de Phyllis Wheatley, une jeune esclave née en 1753, enlevée quand elle avait, on dit toujours 7 ou 8 ans, mais bon, voilà, elle était extrêmement jeune, par un navire négrier anglais, emmenée à Boston et mise en vente. L'esclavage, c'était ça. Et un couple qui sortait de l'église, s'est dit, ah mais tiens, le couple Wheatley, justement, qui a donné son nom à la petite enfant, sort de l'église et dit, bah, c'est bien, on va aller acheter, là, il y a des esclaves à vendre. Et puis, ils achètent la petite fille. Et en fait, son mari était content d'elle, le mari John Wheatley était très content de sa femme Susanna, et dit, je vais lui faire un cadeau. Et le cadeau, c'était cet enfant venu du nord du Sénégal, soit de la région du Fouta, soit de la région du Waalo. On ne connaîtra jamais son nom. Et ils l'achètent. Et ils l'amènent chez eux ils avaient d'autres esclaves, elle va faire partie de ces esclaves-là. Elle va aider Susanna dans les tâches domestiques. Le couple l'achète à Boston pour presque rien, parce que l'enfant était fragile, asthmatique, et le capitaine pensait que c'était mieux de s'en débarrasser rapidement, qu'elle pouvait mourir très vite. Et on lui donne le nom du bateau. Le bateau s'appelait le Phyllis. Et nom de famille, le nom de ses propriétaires. Je pense que c'était d'ailleurs la règle. Eh bien, ce qui est intéressant ici, je viens de vous parler de la cruauté de l'esclavage. Ce qui est intéressant ici, c'est que les Wheatley étaient des gens très bons. Des gens au grand cœur. On n'est pas du tout ici dans l'histoire classique d'esclavage, le méchant qui achète une petite fille et la maltraite. Non. Ils l'ont particulièrement bien traitée. Et plus tard, dans une lettre à une de ses amies, Phyllis Wheatley dira de Suzanne Wheatley, sa maîtresse, il m'a plus traité comme sa fille que comme une esclave. Ce qui se passe maintenant avec cet enfant, et ça c'est l'autre dimension de l'histoire, c'est que elle avait du génie. Elle était surdouée. Le couple avait des jumeaux, 2 enfants, donc qui allaient à l'école et tout. Et Phyllis les voyait étudier, écrire et tout ça. Et elle voulait savoir. Pour elle, il y avait un mystère, une énigme. C'est quoi ces signes-là? Elle cherche elle n'a pas de quoi. Elle cherche un morceau de charbon, et avec ça, elle recopie les cahiers des 2 enfants de la famille. Susanna voit ça et se dit que cet enfant a quelque chose de particulier. Elle aime la connaissance, elle veut étudier, et moi, je vais l'aider à acquérir cette connaissance. Et aussitôt, les enfants, surtout la jeune fille qui s'appelait Mary, les enfants s'occupent de Phyllis. Elle apprend très vite l'anglais, le grec, le latin, toutes les autres matières.
Et à 13 ans, elle écrit ce qu'on considère comme son plus grand poème, lu à Boston et au-delà. Et on parlait d'elle partout. Elle n'avait que 13 ans. Hein. Elle venait mais du fin fond de l'Afrique. Et en rien de temps, euh, elle maîtrise vraiment un secteur de la connaissance qui n'est pas donné à tout le monde de maîtriser. Elle devient petit à petit, c'est la fierté de la famille, hein, évidemment, évidemment. Elle devient petit à petit extrêmement célèbre. On parle d'elle dans les journaux à Boston et tout ça, à tel point que il y a une cabale contre elle. On dit que les Whitley sont des imposteurs. Il y a des gens de Boston qui disent que ce n'est pas possible, que c'est d'autres qui écrivent ce que la petite fille écrit, qu'elle ne peut pas comprendre l'anglais, le latin, des trucs comme ça. Et l'affaire est portée devant le tribunal. Je raconte d'ailleurs ça dans le roman. L'affaire est portée devant le tribunal, et qu'est-ce qu'on fait? Le tribunal, très naturellement, eh bien, on fait passer directement un test à la petite fille. Elle parle en anglais parfait, elle comprend très bien le grec et le latin, et tout le monde dit, ben voilà, il n'y a plus de doute. Hein, voilà. Et donc ça, c'est un aspect sur lequel je voulais insister. Elle est morte très jeune, Phyllis Whitley. Elle est morte à 31 ans. Elle n'a pas vécu longtemps. Et je vous ai déjà dit que finalement, c'est une personne sans nom. Parce que le nom d'un bateau et le nom de ses maîtres, ce n'est pas une véritable identité. Ça aussi, c'est la tragédie de l'esclavage, qui est une tragédie de l'effacement. Hein. On enlève tout, quoi. Mais elle n'a pas non plus de tombeau. On ne sait pas. On pense que sa fille et elle ont fini dans une fosse commune. Il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas d'endroit où on peut dire, ben voilà, ici repose Phyllis Whitley, dont la mémoire est heureusement conservée aujourd'hui à Boston, à cause de son histoire singulière. Eh bien, entre le jour de sa naissance en 1753 et le jour où elle est morte à Boston, vraiment dans des conditions lamentables, elle vivait dans une misère absolue, eh bien, elle a eu le temps de devenir une célébrité. Comment? C'est la première femme américaine, noire ou blanche, à avoir publié un livre. La première. C'était une célébrité telle que sa patronne, Susanna, voyant que on refusait de la publier aux États-Unis, parce qu'elle avait beaucoup de difficultés pour se faire publier, l'a mise en contact avec une de ses bienfaitrices, une certaine Lady Huntington, à Londres. Et puis, elle va à Londres, Phyllis, hein, pour rencontrer cette femme qui aimait beaucoup sa poésie. Une femme riche, de l'aristocratie, quoi. Et puis, elle est là-bas. Elle avait déjà rencontré le général George Washington, elle lui avait dédié un poème. Et Washington avait personnellement répondu. Et là, à Londres, elle doit rencontrer le king, le roi. Richard III, il me semble. Et peu de jours avant l'audience, elle apprend, et ça dit qui elle était vraiment. Elle apprend que sa maîtresse Suzanne
est très malade à Boston et qu'elle pourrait en mourir. Alors elle dit, je ne veux plus rencontrer le roi, je veux aller auprès de Suzanne, qui a été comme une mère pour moi. Donc c'est comme ça qu'elle quitte l'Angleterre, hein, dans la précipitation, sans arriver à se faire publier. Bon, voilà, elle vient. Peu de temps après, d'ailleurs, sa patronne décède. Et, comme je le dis de manière taquine, hein, hier j'ai fait un petit exposé là sur la question linguistique. En Afrique, au Sénégal, on a l'habitude de dire « Ah oui, le français ou le wolof, voilà. Quelle est la langue la plus importante, laquelle a précédé l'autre ?» Mais en fait, elle était sénégalaise, Phyllis Wheatley. C'est l'anglais qui a précédé tout le monde. Mais personne n'était au courant, parce que c'est une histoire que l'on apprend. Moi, j'ai enseigné ça au Nigeria, parce que pour moi, c'était très important. Mais en réalité, les étudiants, ils étaient comme ça. Moi-même, je ne connaissais pas ça depuis très, très longtemps. Mais on parle ici d'une personne qui a une œuvre consistante. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines de poèmes. Ce n'est pas juste une écolière qui écrivait sur les cahiers et puis voilà, on rassemble tout. Non. Elle a publié des poèmes par paquet. Elle aurait pu en publier beaucoup, beaucoup plus s'il n'y avait pas de la discrimination et ça coûtait des moyens, et si les moyens avaient suivi. Il faut aussi noter que elle était esclave, baptisée, elle était très, très chrétienne. Voilà, très chrétienne. Dans sa poésie, parle beaucoup du salut, du Christ, etc. Deuxièmement, elle a consacré beaucoup de poèmes aux grands hommes, comme George Washington et à d'autres, des nobles, etc. Elle a aussi consacré quelques poèmes à des faits de société. Il y a d'ailleurs un poème qu'elle a consacré aux étudiants de Harvard, Cambridge, qui étaient en grève parce que le beurre qu'on leur servait n'était pas bon. Elle a écrit un poème pour leur dire « Vous avez tort d'aller en grève, vous êtes des privilégiés, si vous savez à quel point la connaissance est importante, moi j'en fais quelque chose. » Retourner en classe au lieu de... Et dernier point sur sa création, elle n'était pas du tout une auteure militante, hein? Pas du tout. Contre l'esclavage, contre le racisme, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a juste un poème dans lequel j'en ai oublié le titre, dans lequel elle s'étonne que l'Amérique blanche parle tout le temps de liberté, la statue de la liberté, de liberté, alors que, tout le monde trouve normal qu'il y ait des esclaves noirs. Ça, quand même. Mais, en général, elle ne s'était pas trop mêlée de questions politiques. Il y avait d'autres esclaves dans la maison des Wheatley et Phyllis se comportait très bien avec eux, dit-on. Il était privilégié par rapport à eux, mais elle était plutôt privilégiée, mais elle ne se sentait pas du tout supérieure. C'était en quelque sorte ce qu'on appelle une esclave de maison ou de case, et elle mangeait avec ses maîtres, sauf quand il y avait des étrangers.
ou alors elle les invités, c'était la fierté de la famille, les invités venaient pour l'écouter, et c'était organisé. Voilà. Elle disait ses poèmes, voilà, elle montrait vraiment que elle avait des connaissances et qu'elle était une personne d'exception. Les rapports avec la famille étaient si bons que quand elle allait en Angleterre, c'était le fils des Whitley qui est parti avec elle, qui l'a emmené. Et c'est pourquoi il est si étonnant de constater que après leur mort, parce qu'ils sont morts l'un après l'autre, l'épouse d'abord, John le mari, la fille Mary, etc. Mais quand même aucun d'eux n'a couché le nom de Phyllis Whitley sur son testament. Et donc, du jour au lendemain, elle qui n'a appris à rien faire dans sa vie, juste à être avec ses maîtres, on l'a laissé lire, étudier, etc. Elle est obligée de vivre de sa plume. Naturellement, j'ai presque envie de dire, elle est obligée de mourir de faim. Elle se marie avec un Africain-Américain, mais un esclave affranchi. Ils ont 3 enfants. À cause de la misère, les enfants meurent de maladie. Les 2 premiers, l'un après l'autre, et elle-même, elle meurt quelques jours avant sa propre fille, avec qui elle est enterrée. Donc, elle n'a pas laissé de descendance, elle n'a pas laissé de tombe, elle n'a pas laissé de traces. Et malgré ça, aujourd'hui, dans cette ville, si loin de Boston et si loin du continent africain, nous sommes en train de parler d'elle. Et si aujourd'hui, en Espagne, dans cette salle, on prononce le nom des Whitley, c'est grâce à elle. Et ça, je considère que c'est une grande revanche du destin. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que... Stop. Ok. Ça veut dire que... Quel est le fondement de l'esclavage, de la traite négrière et de la colonisation? Mais c'est la théorie de la table rase, la tabula rasa. Les Noirs n'ont pas de culture, ils restent des enfants toute leur vie, ils ont une intelligence formidablement limitée, etc., etc. Et elle était la preuve vivante de ce mensonge. Oui. À cause de sa capacité de compréhension, malgré la couleur de sa peau supposée être un handicap, malgré un environnement qui lui est totalement étranger, elle n'avait jamais entendu parler de latin, d'anglais ou de grec avant d'être kidnappée à l'âge de 8 ans. Donc, elle est vraiment l'incarnation de l'imposture esclavagiste. Je suis parti du tableau général de l'esclavage, de la traite négrière, pour arriver au destin singulier de cette jeune fille, Phyllis Whitley, qui est devenue aujourd'hui une espèce d'icône littéraire. D'ailleurs, récemment, je ne l'ai pas encore eu, et je suis très pressé de lire ça, une grosse biographie lui a été consacrée en Amérique. Elle est lue, elle est étudiée, c'est vraiment une auteure d'une grande importance, quoi. On ne parle pas juste d'une petite fille qui a réussi à écrire plus ou moins des poèmes, on dit « Ah, c'est bon, c'est non ». On parle d'un auteur
d'une hauteur importante. Maintenant, je pense que nous pouvons aussi, en conclusion, partir du cas singulier de Phyllis Wheatley pour analyser le phénomène de l'esclavage, de la traite négrière. Parce que ce qui apparaît ici clairement, à travers son exemple particulier, ça donne une idée de la dévastation spirituelle, intellectuelle qu'a été l'esclavage. Combien de Phyllis ont dit des millions de morts? Mais parmi ces millions de morts, combien de Phyllis Wheatley il y avait qui ont été jetés à la mer, parce que c'était ça la pratique. Lorsqu'un esclave donnait des signes de maladie, on le jette au requin et on continue. Hein. C'est pourquoi il est si difficile de savoir combien de personnes ont été tuées. Voilà. Alors, combien parmi ces gens-là ont été, ces personnes-là ont été finalement autant de génies assassinés. C'est ça. Et lorsque aujourd'hui le débat sur l'esclavage revient, il y a des gens qui sont assez effrontés pour dire « Oh non, arrêtez de parler de ça, ça a été fait, c'est vrai, c'était pas bien, mais c'est fini, regardez devant vous. » Non, non, je ne pense pas que ce soit... D'abord, peut-être que ce n'est même pas la question de pardonner ou de ne pas pardonner. Après tout, ceux qui vivent aujourd'hui n'y sont pour rien. Mais quand même, la mémoire doit rester très, très, très vive, car ce ne sont pas seulement des corps qui ont été détruits, mais c'est aussi des intelligences singulières, parfois formidables, comme celle de Phyllis Wheatley, qui ont été détruites. Et ça, qu'un continent ait du mal à s'en relever, je pense qu'on peut le comprendre. On n'a pas juste perdu de notre sang, c'est aussi de notre âme qui est restée dans le passage du milieu, le fameux passage du milieu, là où on mourait tant, qui est resté au fond de l'océan. Donc oui, et c'est pourquoi, vraiment pour terminer, ça fait juste 1 heure, c'est pourquoi j'ai tenu à en parler dans mon roman. Ça a marché parce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'en discuter. J'en ai discuté ailleurs et je le ferai parce que je pense que il y a des leçons à en tirer. Et puis, tant que la traite négrière, ça reste des schémas, des cartes de géographie, des chiffres abstraits, cela ne touche pas les gens. Surtout les jeunes. Je crois qu'on peut les toucher avec le vécu que chaque esclave qui a été assassiné, c'est tout un continent qui a été atteint d'une blessure profonde, longue, et qui aujourd'hui encore fait des ravages. Je ne demande pas des excuses pour tout ce qui nous arrive aujourd'hui, mais tout de même, je pense que c'est bien que tout le monde ait cela à l'esprit. C'est trop facile de faire juste comme ça. C'était une affaire sérieuse. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.